François Dingoué est spécialisé en économie, mais c'est aussi un ingénieur aéronautique. Mais là, c'est surtout, je dirais, sa spécialisation en économie qui va nous intéresser. Pourquoi François est important? Tout simplement parce que dans le top 5 des économistes de l'Union africaine, nous avons François Dingoué, nous avons Yves Kwamazé, on a Nicolas Bou, et on a la chance d'avoir de grandes personnalités avec nous. Mais c'est surtout qui fait partie de notre think tank, qui est African IT Story Board. Et dans les grands débats à travers le monde qui concernent l'intérêt d'Afrique, François véritablement intervient pour pouvoir faire sortir déjà au niveau même des consciences africaines les enjeux de la réalité économique et financière de l'Afrique aujourd'hui, mais aussi montrer, je dirais, le génie particulièrement diabolique des puissances occidentales qui prennent toujours des décisions pour enfoncer le continent africain. Mais il y a des mécanismes simples que nous devons apprendre à maîtriser parce que ça nous concerne aussi directement. Donc c'est pour cette raison que nous avons souhaité qu'il soit avec nous cet après-midi. Je vous passe la parole, M. François. Bonjour aux sœurs, bonjour aux mères, au TEP. On nous a demandé de venir nous entretenir, échanger avec vous. Le sujet qu'on m'a proposé de traiter, c'était l'Afrique et le reste du monde. Et je crois que c'est un sujet qui est tout à fait approprié aujourd'hui. Nous vivons des événements tout à fait exceptionnels. C'est des événements graves, mais c'est aussi une chance que nous puissions les vivre. L'Afrique face au reste du monde, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle? Et on vous a fait vous lever tout à l'heure. Permettez-moi de vous demander de vous lever une seconde encore pour ce qui se passe en Libye et qui est absolument intolérable. C'est une agression contre la Libye. Ce n'est pas seulement une agression contre la Libye, c'est une agression contre tout le peuple d'Afrique. Et nous devons être solidaires de ce qui se passe. La Libye, c'est 6 millions d'habitants. La Libye n'a jamais attaqué aucun autre pays. La Libye n'a pas attaqué la France. La Libye n'a pas attaqué l'Angleterre. La Libye n'a pas attaqué les États-Unis. Kadhafi est chez lui. Et c'est grâce à Kadhafi que nous avons eu la renaissance du concept d'Union africaine. Nous devons être solidaires de ce qui se passe en Libye et des souffrances immenses que l'OTAN, un groupe de plus de 23 pays, de 27 pays, donc nous sommes dans une coalition des pays les plus puissants du monde, sont en train de bombarder un petit pays de 6 millions d'habitants. Si vous dites 6 millions d'habitants, supposons qu'il y a 50% de femmes. Et il y a 50, donc il reste 3 millions. Sur ces 3 millions, disons qu'il y a peut-être une moitié encore d'enfants. Donc la puissance combattante de la Libye est insignifiante devant l'agression qui est celle que la Libye subit aujourd'hui. Et cette agression, c'est une agression contre nous tous. Et je vais vous dire tout à l'heure un peu pourquoi. Je vous remercie, veuillez vous asseoir. Alors, quand nous prenons des choses, en général, on ne nous enseigne plus comment analyser les systèmes. C'est à une analyse des systèmes et des enjeux des systèmes aujourd'hui que je vais me livrer un peu à cela, en 2 temps. D'abord, si on dit l'Afrique et le reste du monde, on va dire qu'est-ce que c'est que ça veut dire être africain aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes là, être africains aujourd'hui? Vous savez qu'en France, il y a eu un débat sur l'identité française. C'était un débat qui pouvait être diversement apprécié. Ça veut dire que les Français sont en face d'une difficulté à l'heure actuelle de définir qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui. Bien, je n'ai pas la réponse à cette question, mais nous devons réfléchir à ce que ça veut dire être africain aujourd'hui en 2011. Bon, là, je ne vais pas répondre non plus, je laisse à chacun le soin de trouver la réponse. Mais je peux dire au moins 3 choses. Il a déjà été dit ici, nous venons d'un continent qui est assez spécial dans l'histoire de l'humanité. Nous ne devons pas en tirer une fierté, mais toutes les recherches scientifiques depuis un siècle concordent à dire que l'Afrique est ce qu'on appelle le berceau de l'humanité. Donc l'Afrique est en quelque sorte le terrain, la terre qui a inventé l'homme. Bien, mais ça c'est pas un titre de gloire pour nous, mais c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que nous avons, malgré tout, une certaine responsabilité sur l'avenir de l'humanité. Nous devons travailler pour que sur cette terre, nous restions tous des frères et des sœurs. Deuxième chose,
l'Afrique a non seulement inventé l'humanité, mais a inventé la civilisation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y a une étude récente de chercheurs néo-zélandais et américains qui montre que l'origine du langage est aussi en Afrique. Dans le langage, l'articulation du langage et la partie du cerveau qui permet cela, ça s'est passé en Afrique des centaines de milliers d'années avant que ça n'arrive dans d'autres régions du monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Sur le plan monétaire, le professeur Abou a tout à fait mentionné, et suite aux études que nous avions menées, Jean-Philippe et moi, nous avons mené des études là-dessus, on vous a parlé du châti. Longtemps avant, on parle de monnaie, l'Afrique a créé la monnaie. Et il y avait même des dévaluations et des dislocations. Et on revient ici à un phénomène sur la Libye. La Libye, de l'époque, avait une monnaie avant l'ancienne Rome, qui s'appelait le selfion. Et les Romains sont venus en Libye, à l'époque, et c'est eux qui ont détruit cette monnaie. C'était déjà dans une agression de l'Europe contre l'Afrique. Et ça, c'est avant l'Empire romain. Et ça s'appelait le selfion. Et ils ont détruit, et ils ont pris cela pour aller à Rome. Et c'était un arbre, à partir d'un arbre. Et ils ont détruit, et cela est fini. C'est comme c'est une ressource naturelle qui finit. Donc nous sommes ici en face donc, de quelques caractéristiques que j'essaie de voir pour dire comment pouvons-nous nous qualifier en tant qu'Africains aujourd'hui. Et enfin, je vais terminer sur deux choses. L'Afrique, c'est la masse. L'Afrique est immense. Si on prend par exemple en territoire, aujourd'hui les États-Unis prétendent qu'ils sont le pays le plus puissant au monde, suivi naturellement de la Chine. Mais si on considère la masse, les États-Unis d'Amérique, c'est environ 9 millions de kilomètres carrés. La Chine, c'est à peu près la même chose. Mais je ne sais pas si vous savez exactement à peu près la superficie de l'Afrique. L'Afrique, c'est environ 30 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que les États-Unis et la Chine réunis, c'est à peu près la moitié de l'Afrique. Et ceci, si on compare même en terres arabes, puisque l'agriculture est basée sur des terres agricoles, les résultats sont dans les mêmes proportions. Parce qu'on va dire qu'en Afrique, il y a le désert, mais la partie fertile en Afrique est encore immense. Et ceci était tellement vrai que c'est grâce à l'agriculture que la population progresse. Et avant ce qu'on a appelé l'esclavage ou la traite des Noirs, la population africaine était l'une des plus importantes au monde. Et il y a Madame Diop qui a fait des études là-dessus et qui a situé environ entre 600 et 800 millions. Certains disent 800 millions avant que cet événement n'arrive. Et on se trouve ici donc en face d'une caractéristique. Donc ça veut dire que les Africains avaient une agriculture florissante. Et pour qu'il y ait une population florissante et énorme, il faut qu'il y ait aussi une médecine florissante. On ne peut pas avoir une population sur un territoire de l'ordre de 600 ou 800 millions si on n'a pas une médecine de haute qualité. Donc, ce qui prouve qu'à cette époque, il y avait une médecine de haute qualité si les gens ont pu vivre et se multiplier dans cette dimension. L'événement qui est arrivé, et je vais terminer sur cette dernière caractéristique de l'Afrique. L'Afrique, c'est aussi le continent de l'hétérogénéité démographique. Et ça, c'est très très important. Et je vais vous dire pourquoi sur le plan politique et sur le plan économique. Qu'est-ce que ça veut dire? On a caractérisé cela par les tribus. L'Afrique, c'est le continent, si vous voulez, entre guillemets, des tribus. Aucun pays africain n'est homogène. Et dans tout pays africain, vous allez avoir une certaine hétérogénéité. Il doit y avoir, dans certains pays, près de 200 groupes ethniques différents. Ceci, c'est une richesse. Mais aussi, c'est un danger, nous devons le reconnaître. Mais si cela a pu exister jusqu'à présent, c'est parce que contrairement à d'autres continents, d'autres territoires, il n'y a pas eu d'empires qui ont écrasé les autres pour imposer par exemple une seule langue. Et on a ainsi pu avoir la coexistence, selon les études de l'UNESCO, que l'Afrique contient le plus grand patrimoine linguistique. Donc, nous avons pu, malgré notre différence, malgré notre hétérogénéité, continuer à trouver un système qui permettait de vivre. Mais les deux questions importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont les suivantes. Quel est le meilleur système politique
pour une population qui est démographiquement hétérogène. Et ce n'est pas une question simple. Je réfléchis sur ceci, je vous donnerai mes idées là-dessus. Et deuxième question, quel est le meilleur système économique? Alors, à la première question, des gens vont dire c'est la démocratie. On va dire c'est la démocratie, la démocratie, la démocratie. Et c'est au nom de la démocratie qu'on est en train d'attaquer et d'agresser la Libye. Or, ceux qui connaissent un peu la Libye savent que l'expérience politique qu'a initiée le guide est une expérience extrêmement intéressante. Et je vais vous dire qu'elle est beaucoup plus intéressante que l'expérience démocratique des États-Unis d'Amérique. Deux mots très vite sur les États-Unis d'Amérique. J'ai eu l'occasion de rencontrer au mois de mai ici, Madame Clinton. Les États-Unis d'Amérique, je dis, se prétendent être une démocratie. Je vous demande tous d'aller regarder la Constitution des États-Unis d'Amérique. Vous ne trouverez pas une seule fois le mot démocratie. Vous ne trouverez pas, je dis bien, ni dans les amendements, ni dans la Constitution telle qu'elle a été discutée par les 39 constituants, vous ne trouverez pas une seule fois le mot démocratie. Et c'est très très important. Et vous allez dire peut-être que parce qu'ils ne voulaient pas, parce que c'est un hasard. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Quand on discute, les constituants se sont réunis à Philadelphie, 1776-1779, quand ils se sont réunis pour discuter, le débat est venu parmi les constituants, Franklin, le débat est venu sur la question de démocratie. C'était 13 colonies au départ. Est-ce que nous allons créer un État démocratique? Est-ce que l'État, l'union que nous voulons créer, c'est une union démocratique? Ils étaient 39, la majorité, presque 36 si je ne me trompe, ont dit qu'ils ne veulent pas de la démocratie. Donc quand les Américains nous disent aujourd'hui, nous sommes une démocratie, quand ils disent, au nom de la démocratie, on bombarde la Libye, quand on dit, au nom de la démocratie, on met à la tête d'un État celui que l'on veut, les États-Unis, vous devez commencer par leur dire, vous n'êtes pas une démocratie et vos pères fondateurs ne voulaient pas que vous soyez une démocratie. Et donc, ils ont débattu et ils ont rejeté la démocratie. Et c'est pour ça que vous n'allez jamais voir dans la Constitution américaine le mot démocratie. Et il y a ici un point qui nous intéresse, nous, encore plus. Puisque c'était 13 États, je vous ai dit, les 13 premières colonies qui se sont réunies. Les 13 premières colonies se sont réunies et il fallait maintenant, quand on va créer le nouvel État, comment représenter les États qui sont différents. Il y a un État qui est un peu plus peuplé, comme par exemple la Virginie, et un État beaucoup moins peuplé que Rhode Island. Quelle est, dans la branche parlementaire, comment est-ce qu'on allait représenter des États si différents? Parce qu'il se prouve ici un état d'hétérogénéité. Je ne dis pas ceci pour condamner les pères fondateurs américains. C'était des gens pragmatiques, ils avaient des problèmes à résoudre, ils ont trouvé un système politique qui correspondait au leur. Ce que je reproche aux Américains, c'est de vouloir, sous prétexte d'un système qu'ils n'appliquent pas, vouloir imposer par la force des armes ce système à d'autres, et en particulier aux Africains. Alors, comment ils ont résolu le problème de l'hétérogénéité entre un État plus grand et un État plus petit? Et c'est ici qu'ils ont créé deux chambres au niveau du Parlement. Il y a the House of Representatives et puis il y a le Sénat. Je me balade en Afrique et je vois partout des États africains qui veulent créer des Sénats sans comprendre exactement quelle est l'essence du Sénat. D'où est l'essence du Sénat américain? Les Américains ont dit, les pères fondateurs des États-Unis, the framers comme ils appellent, ils ont dit, bon, puisqu'il y a des États plus peuplés que d'autres, nous allons créer dans le Congrès, the House of Representatives, la première chambre, une chambre où la représentation sera proportionnelle à la population des États. C'est-à-dire que si un État est plus peuplé, il aura plus de représentants. Mais au Sénat, nous avons l'égalité de représentation. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de la population, nous aurons exactement l'égalité. Que la Californie ait une population 10 fois plus importante que le Vermont,
les deux auront la même représentativité au Sénat. Mais quand je dis que ça nous intéresse, nous, ici, je reviens sur la représentation qui est proportionnelle. N'oubliez pas que les pères fondateurs sont tous des esclavagistes. Ouais. George Washington est un type qui détient des esclaves et qui s'est enrichi sur le commerce des esclaves. Et il en est de même de presque tous. L'Amérique est un pays qui, à l'époque, est un pays qui pratique ce que vous connaissez, le kidnapping. Après avoir kidnappé les gens en Afrique, moi je ne parle même pas de traite des Noirs, je parle de kidnapping. Et vous allez voir, nous sommes en train de construire un mémorial pour cela. Donc, maintenant, quand il veut faire la représentation proportionnelle à partir de la population, il se trouve qu'il y a des États qui ont des esclaves et d'autres qui en ont ou qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Alors on dit, comment est-ce qu'on va compter cette population? Puisque la représentation est basée sur le nombre de la population et nombre de la population libre. Eh bien, retenez bien ceci, et chaque fois qu'un Américain vous dira démocratie, démocratie, dites-lui ceci. Ils sont arrivés à ce qu'ils appellent the Great Compromise, c'est-à-dire le grand compromis. Et qu'est-ce que disait ce grand compromis? Ce grand compromis, encore une fois, écrit dans la Constitution américaine, disait que dans la représentation, dans la Chambre, dans le House, dans le Congrès, pas le Sénat, l'autre branche, la représentation sera proportionnelle à la population des hommes libres, et les Noirs, les esclaves, ils ne sont comptés que comme étant 3/5 d'hommes. Donc la Constitution des États-Unis vous a qualifié et a dit que vous ne valez que 3/5. Donc, et c'est écrit dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, même si on a eu des modifications après, mais c'est ça l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Donc quand aujourd'hui on veut mettre les bombes en Libye, quand aujourd'hui on veut nous imposer par la force des armes un système que leur père a rejeté et un système qui était contre nous dès le départ, vous devez dire un peu stop. Et c'est mon message que je voulais annoncer à Mme Clinton. Alors, quand on a dit tout ceci, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire par rapport à l'événement qui s'est passé et qui nous détermine encore plus? Ce qui s'est passé en Libye et qui se passe actuellement en Libye est extrêmement grave, malgré le flot de propagande que nous subissons. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, chacun a son point de vue dessus. Mais on peut voir les choses très simplement. Voici, il s'est passé des choses en Afrique du Nord, en Tunisie. Il y a eu un changement. Personne n'a pris des armes. Personne n'a pris des armes. Un pouvoir n'est pas éternel. Un homme n'est pas éternel. Je ne suis pas ici pour défendre le Kadhafi. Je suis ici pour observer et dire un point de vue. Les changements sont intervenus en Tunisie, il n'y a pas eu d'armes. Des changements sont intervenus en Égypte, il n'y a pas eu d'armes. Mais qu'est-ce qui se passe en Libye? À peine quelques jours, on voit soi-disant une opposition armée. Et on voit une opposition armée avec une vitesse incroyable. Et tout de suite, on voit, dès le premier jour, il y avait des Anglais sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout de suite, il y avait des Anglais sur le terrain. Il y avait des Anglais qui étaient tout de suite sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils faisaient déjà là? C'est une question, même l'Union africaine, on doit réfléchir sur ça. Pourquoi des gens sont tout de suite armés? Qui les a armés dès le début? Première chose. Deuxièmement, vous êtes un État. Vous êtes à la tête d'un État. Vous avez en face de vous une opposition armée qui réussit même à prendre certaines villes. Est-ce que vous allez rester les bras croisés devant des gens qui ont pris des armes contre un État souverain? L'État souverain a le droit d'exercer sa souveraineté, y compris sur le plan militaire. Et cet État qui avait été surpris, et quand je parle de l'Angleterre, si vous vous rappelez dès le début, parce que j'ai toute la chronologie, j'ai suivi ça de très près. Dès le début, le ministre des Affaires étrangères anglais a déclaré que Kadhafi a fui. Et tout ceci, c'est très préparé. Les Anglais sont des maîtres de la stratégie et de l'intox. Qu'est-ce que cela a l'effet au début d'une insurrection de lancer que le chef d'État a fui? Ça galvanise tout de suite tout ce qui était même un peu tiède. Et ceci n'est pas un hasard.
Et je vais revenir sur le sort de l'Angleterre tout à l'heure. Donc, l'État souverain était sur le point de reprendre le dessus. Alors, on a eu la grande propagande lancée par Bernard-Henri Lévy. Et toute la suite que vous connaissez, il est en train d'aller massacrer des gens. Il y a des gens, on a déjà dit, il y a eu 10 000 morts. 15 000. Il y a eu 10 000 morts. Il y a tellement de morts. Mais jamais on a vu un mort. Au début, il y a une journaliste italienne qui est allée en Libye dès les premiers jours. J'ai pu avoir son reportage. Mais ceci, ça ne passe jamais à la télévision ou dans les tubes. Elle a dit qu'elle a beau, elle était pourtant à Benghazi. Elle a regardé tous les hôpitaux, elle a regardé partout, elle n'a pas vu tous les 10 000 morts dont on parlait. Mais ça n'empêche que la propagande a continué. Et ceci, ce n'est pas... Nous devons être bien conscients de ceci qu'on est en train de vouloir refuser de résoudre par des moyens pacifiques un conflit qui a une origine militaire et stratégique de très grande importance. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la Libye, aujourd'hui à la Libye de Kadhafi? Je vous ai dit que la Libye, c'est 6 millions d'habitants. Mais, quand les choses nous dépassent, nous devons retourner aux sources pour essayer de comprendre. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard, ce n'est pas comme un coup de théâtre. Et quand nous retournons aux sources, nous voyons ceux qui ont déjà réfléchi sur la question. Et je suis allé regarder le livre de Kwame Nkrumah qui s'appelle « L'Afrique doit s'unir ». Et c'est incroyable, il a écrit en 1960, au début des années 60. Et le livre est paru en anglais en 1963. C'est comme s'il parlait de la Libye d'aujourd'hui. Donc je vais lire rapidement quelques passages et vous allez voir que nous avons en face les mêmes qui ont utilisé les mêmes méthodes depuis ces années et qui continuent aujourd'hui par des moyens de propagande. Permettez-moi de lire juste quelques passages. Alors, donc, voici le livre qui s'écrit « L'Afrique doit s'unir ». Kwame Nkrumah dit ceci. C'est dans vers la fin de son ouvrage, donc il a beaucoup réfléchi. On nous pardonnera, je pense,